Allez, 84e Filiconie, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une œuvre particulièrement énigmatique, qui est ce qu'on appelle tardivement, donc c'est pas son titre, hein, puisque c'est un titre qui a été donné tardivement, on appelle l'Athéna pensive, et qui date, selon les estimations, de 460 avant notre ère, et qui est cette plaque. Cette plaque mesure 54 cm par 31 cm et par quelques centimètres d'épaisseur, et est actuellement conservé au musée archéologique d'Athènes. C'est un marbre blanc, rien d'exceptionnel, si ce n'est la qualité de l'objet. Cet objet a été découvert en 1888 lors des fouilles sur l'acropole d'Athènes. Ça a été découvert par Panagiotis Cavadias, l'archéologue qui dirigeait les fouilles à la fin du XVIIIe siècle. Et ce relief a été trouvé au sud du Panthéon, dans le remploi d'un mur d'atelier. Donc, ce qui est évidemment problématique, parce que déjà que c'est compliqué d'arriver à comprendre ce que c'est, mais le lieu de sa trouvaille rend encore plus énigmatique l'interprétation de cet objet. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous dire. Je vais vous donner un certain nombre de possibilités d'interprétation de cet objet, qui est donc un petit objet, et qui représente, alors sans trop de complications, qui représente Athéna. Parce que voilà, elle est reconnaissable au péplos, elle est reconnaissable surtout au casque et à la grande lance. Ce qui est plus problématique, c'est sa position et l'objet qui est en bas à droite. L'objet qui est ici et qui est donc l'objet un peu de toutes les spéculations que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Donc en soi, c'est un objet qui n'est pas compliqué, un objet qui représente Athéna, qui a été nommé à partir du XVIIIe siècle Athéna pensive, puisqu'elle a cette tête qui est penchée, qui est donc évidemment là aussi une incohérence, puisque l'objet a été daté de 460. Donc 460, il faut imaginer qu'en 460, Socrate a 9 ans, on est au tout début du siècle de Périclès, on est dans plein milieu de ce qu'on appelle les guerres médiques, donc les guerres contre les Mèdes, contre les Perses, qui a été le grand moment évidemment de la construction du triomphe d'Athènes et de tout cet ensemble. Donc on est dans une période qui est ce qu'on appelle dans l'histoire de l'art et ce qu'on appelle en histoire de la sculpture la période sévère. Donc on est encore sur un truc qui est extrêmement précis. Et dans la période sévère, donc précision des gestes, exemplarité des détails, et surtout dans la période sévère, jamais, absolument jamais, l'expression de quoi que ce soit qui appartiendrait à ce qu'on appelle le pathos, au pathos. Donc ce qui veut dire que le nom qui a été donné à cette stèle, qui a été donc donnée au XIXe siècle quand elle a été découverte, donc d'Athéna pensive, ne peut être lié qu'à une figure très moderne de la mélancolie et très moderne du regard qu'on a sur l'Antiquité, tout en sachant que ce relief était un relief qui était polychrome, qui a donc été nettoyé à la fin du 19e dans cette grande idée très moderniste que l'Antiquité est blanche et le marbre est blanc. Et donc, évidemment, il n'y a pas de rapport de mélancolie, ça doit être autre chose, puisqu'on est dans un moment. Donc c'est ça que je vais essayer de vous démontrer ou essayer de vous proposer pour arriver à comprendre ce qu'est cet objet et qu'est-ce qu'on en fait. Cet objet a été cassé, recollé, etc. Et donc, on a, d'un point de vue de la description extrêmement simple, on a donc Athéna qui est habillée avec un vêtement féminin, un vêtement classique athénien, le casque, le grand casque qui représente Athéna. Athéna qui est donc la déesse tutélaire de la ville d'Athènes. Cette grande lance. Et la grande problématique est cet objet qui est en bas, qui est évidemment, c'est là où tous les problèmes se posent. Cet objet qui est donc techniquement un rectangle, qui a à peu près la taille d'un moitié de la figure, donc qui pourrait faire 1 mètre de haut. Ce rectangle n'est ni un pilastre, ni une colonne, ni une stèle, ni rien. Et la question, c'est de savoir quel est donc cet objet et qu'est-ce que cet objet fait à cet endroit. Et donc c'est ça que je vais essayer d'indiquer et de vous proposer différentes thèses, à la fois des thèses archéologiques, des thèses historiques et des thèses philosophiques sur cette chose. Ce qui reste évidemment encore aujourd'hui, à mon avis, pour longtemps, un objet qui est mystérieux, dont on ne connaît pas en fait ni la fonction ni la destination. Et donc voilà, je vais essayer de vous dire un certain nombre de choses pour qu'on puisse essayer de comprendre un certain nombre d'éléments. Alors, première hypothèse que je vous propose, c'est de considérer que cet objet donc, a été retrouvé dans un remblai. Cet objet devait figurer à un moment comme étant ce qu'on appelle une borne de sanctuaire.
Donc voilà. Donc ce que Athéna regarderait, elle regarderait cette borne qui délimiterait le point d'entrée ou le point de sortie de ce qui serait un sanctuaire. Donc le sanctuaire d'Athéna sur l'Acropole. Ce serait la première hypothèse qu'on pourrait poser, etc. Ce qui ne nous dit pas grand-chose. Et qui ouvrirait cette idée qui a été émise par un certain nombre d'archéologues que la position d'Athéna, donc la tête penchée vers le bas, n'est ni une position mélancolique ni une position méditative, mais qui serait une invitation aux personnes qui rentrent dans le temple, une invitation en fait à une forme de respect, et qui serait sous cette forme-là. Mais encore une fois, ceci n'est qu'une hypothèse, et cette hypothèse n'a aucune vérification possible. Deuxième hypothèse, qui est une autre hypothèse qui a été produite par l'école d'Athènes. La deuxième hypothèse est que cette stèle aurait été ce qu'on appelle une stèle à liste d'offrandes. C'est-à-dire que sur cette figure qui est posée sur le côté, donc dans la première hypothèse, cette figure aurait été une borne d'entrée du sanctuaire. Dans la deuxième figure, elle aurait dû être une sorte de stèle sur laquelle aurait dû figurer la liste des offrandes pour le temple ou pour une cérémonie. Alors, soit l'objet n'a pas été fini, soit l'objet... Ouais, la question, c'est qu'on ne le sait pas. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que ceci aurait été une colonne sur laquelle aurait pu être rédigée une série d'inscriptions, soit de la donatrice ou du donateur, soit pour une invocation d'une prière, etc., etc. Là aussi, on ne sait pas, mais cette hypothèse, elle est liée au fait qu'on a retrouvé énormément de ces pratiques d'inventaire et de ces pratiques de liste d'offrandes à Athènes. On en a des quantités incroyables et au musée de l'Acropole, il y en a beaucoup. Donc ça pourrait éventuellement être un objet de ce type, mais là aussi, ce n'est qu'une hypothèse. Troisième hypothèse qui a été émise par les archéologues, c'est de considérer que cette stèle, qui est une petite stèle, hein, je rappelle, fait 54 cm de hauteur, c'est une petite stèle, elle aurait pu être cette fois-ci elle-même une offrande. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être une stèle comme offrande d'un athlète vainqueur. Et donc qui aurait dû porter le nom ou de l'athlète ou une inscription qui aurait été celle pour la victoire d'un athlète. Mais là encore... ça, on ne peut pas savoir et il n'y a rien qui configurerait cette possibilité d'hypothèse. Mais c'est la troisième hypothèse qui a été relevée. Quatrième hypothèse, qui elle a été longtemps admise comme étant l'hypothèse la plus juste, mais pour plein de raisons, dont l'hypothèse que j'ai donnée au début de la question de on est dans une période du style sévère, c'est que longtemps ça a été considéré comme étant ou une maquette, ou une stèle, qui était une préparation à un monument funéraire pour les guerres médiques, en célébration des guerres médiques. Parce que, Athéna est en habit de guerrière, donc elle est en casque et elle a le péplos. Et deuxièmement, elle aurait cette forme de respect ou cette forme de douleur qui serait devant cette stèle qui commémorerait les morts des guerres médiques. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'Athéniens sont morts pendant les guerres médiques, parce que ça a été long et ça a été assez périlleux pour les Grecs et pour les Athéniens. Donc ça pourrait être cette question-là. La grande contre-hypothèse de ça, c'est ce que je disais avant de commencer, c'est que si cette stèle est bien datée de 460, on est donc bien évidemment dans les guerres médiques, mais en revanche on est dans un style sévère. Et dans le style sévère, tout ce qui relève de l'expression du pathos est interdit. Donc ça voudrait dire que ça serait un peu contradictoire sur le fait qu'on aurait une Athéna qui serait une Athéna pensive et pleurante sur une stèle commémorative des morts de la guerre médique, alors que dans le style sévère, ce genre de représentations sont interdites. Donc ce qui est un truc, on continue, les archéologues et les chercheurs continuent de débattre à l'infini sur cette question-là. On ne sait pas et on n'arrive pas à comprendre cette question-là. Cinquième hypothèse, qui est la première hypothèse qui a été donnée, qui a été une des hypothèses qui a été évacuée la plus vite, mais je vous la donne quand même parce qu'elle est intéressante, qui est que cette forme rectangulaire serait la possibilité de ce qu'on appelle l'érictonios. Alors l'érictonios, dans la mythologie grecque, c'est une mythologie qui est très ancienne, qui remonte à l'idée que Héphaïstos aurait eu un fils qui était un fils serpent, un enfant serpent, et qu'Athéna se soit penchée sur cet enfant, et donc cette stèle serait la possibilité de la configuration de cet enfant serpent ou de cet enfant caché. Bon, ça fait très longtemps que tout ça a été retiré depuis dans les hypothèses.
Mais en tout cas, cette hypothèse a été admise à un moment. Sixième hypothèse, qui est une hypothèse, cette fois-ci, qui n'est plus une hypothèse archéologique, mais qui est une hypothèse philologique, qui est qu'il ne s'agirait pas donc d'une Athéna pensive, il ne s'agirait pas d'une Athéna pleurante devant une stèle, mais il s'agirait, on est plus proche de la première hypothèse sur cette question de la borne, il s'agirait de considérer qu'Athéna, la déesse tutélaire de la ville d'Athènes, soit de manière contemplative, c'est-à-dire théorétique, devant ce qu'est la représentation d'une borne. En sachant que chez les Grecs, il y a 3 types de bornes possibles, et ce serait ça qui serait une des formes possibles de le comprendre. La première borne, qu'est-ce qu'on appelle la pérasse, c'est-à-dire c'est la limite, c'est-à-dire la borne comme une borne miliaire ou comme une borne qui permet le passage d'un espace à un autre. Pérasse qui est la limite, qui est la borne qui permet de calculer le nombre de kilomètres, le nombre d'espaces, la différence entre un espace sacré et profane, entre privé et public, etc. Ce serait cette première borne. Puis ensuite, il y a une deuxième possibilité d'une borne que les Grecs avaient l'habitude de penser et de représenter, qui est ce qu'on appelle en grec aoriston. Donc a qui est le privatif et horizon en grec qui est le même mot que nous, horizon, c'est-à-dire la limite de loin. Et donc aoriston qui est un nom d'ailleurs de la conjugaison en grec, puisqu'en grec vous avez une temporalité qui s'appelle l'aoriste, qui est donc l'indéfini, c'est-à-dire cette chose qui est privée d'un horizon et qui permet en fait de produire en fait une contemplation qui est par-delà la limite de ce que ma perception donne, qui est l'idée de ce que nous, on a dans l'opposition entre ce qui est le physique et le métaphysique à ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai un horizon qui est la limite physique de ma perception, et j'ai un aoriste qui est au-delà de cet horizon, qui est la manière de produire de manière spéculative une interprétation de ce qu'est la limite. Donc on pourrait aussi conceptuellement concevoir que Athéna pourrait être soit devant une pérasse, c'est-à-dire une borne qui délimite, soit au contraire devant être un aoriste, c'est-à-dire un mode beaucoup plus spéculatif. Et puis la quatrième forme des bornes, les Grecs ont représenté ça sous plein de formes différentes, c'est ce qu'on appelle eschaton, c'est-à-dire ce qui permet de penser la fin dernière, c'est-à-dire la borne ultime, c'est-à-dire le point final des dispositifs. Et donc elle serait dans cette manière de contemplative de ces 3 possibilités d'interpréter. Qu'est-ce qui se passe ? Trois possibilités d'interpréter cette relation à la borne. Et enfin, 7e et dernière interprétation, qui est une interprétation qui a été produite en 1967, qui est une interprétation qui est produite par le philosophe allemand Martin Heidegger dans la conférence qu'il donne à l'Académie des Beaux-Arts à Athènes en mai 1967, et qui est de considérer que ce que l'on voit ici serait pour lui une indication de ce qu'il va donner en lecture dans cette conférence, c'est que cet objet, qui est donc un objet qui ne représente pas, qui est donc un truc qui n'est ni une colonne, ni une stèle, ni une figuration, ni du texte, rien, qui est donc une surface sans signe, serait ce que Martin Heidegger considère comme étant la représentation de ce que les Grecs appellent la physis, c'est-à-dire la première chose que nous on traduit de manière un peu brutale par nature, mais cette chose qui est avant le concept, avant le langage et avant la désignation en fait de la techné. Parce que ce que dit Martin Heidegger, qui est quand même relativement passionnant, c'est que le nom d'Athéna, c'est-à-dire l'épithète qu'on donne à Athéna, c'est Athéna polymétis. Poly veut dire plusieurs, et métis, c'est l'habileté. C'est-à-dire qu'Athéna, elle a une multi-habilité à faire les choses. C'est le principe même d'Athéna. Et donc c'est pour ça qu'elle préside d'une certaine manière à plein de disposibilités, notamment toute la question de l'artisanat, toute la question de la fabrication des objets du monde, et que de l'autre côté, on a l'autre habileté dans la pensée antique, qui est la sophia, et là qui appartient à la question du régime philosophique. Et qu'entre les deux, serait cette question essentielle qui est l'objet sur lequel se questionne à la fois Athéna et se questionnera à la fois la philosophie, qui est donc la question de la physis. Qu'est-ce que c'est que cette physis ? C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est que le monde ? Et qu'on retrouverait cette forme, que les Grecs auraient... Alors, c'est une hypothèse, hein, on peut longtemps être en désaccord avec ça, mais c'est cette hypothèse que ce rectangle qui n'a pas de sens, qui n'est posé a priori juste sur le sol, qui n'est pas une colonne, qui n'est pas une stèle, qui n'est pas un pilastre, qui est un socle, voilà, un truc qui est posé là, qui est même pas pensé en profondeur par le sculpteur, qui est juste posé là comme un rectangle,
pourrait effectivement être cette représentation de cette forme première, que serait cette question de la Phusis, avant que Athéna, se penchant dessus, produise la Techné. Voilà. Et que pour Heidegger, on est à ce moment précis, effectivement, de cette interrogation fondatrice du 5e siècle, qui est, voilà, elle est contemplativement devant la Phusis, avant qu'elle ne produise la question de la Techné. Alors évidemment, je rappelle à ce propos que la grande hypothèse d'Heidegger dans ce texte, c'est de considérer qu'il y a 3 temporalités dans l'histoire de l'art. La première temporalité, c'est le questionnement devant la Phusis. Il pose cet objet comme étant cet objet liminaire pour la compréhension de ça. Le deuxième temporalité de l'histoire de l'art, c'est le questionnement depuis la Techné. Et le troisième, qui serait celui de notre extrême contemporain, qui serait celui de ce qu'il appelle l'aletheia, c'est-à-dire la possibilité du dévoilement. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que la conférence d'Heidegger qui est produite en 67 à Athènes, où il émet cette hypothèse de cette Phusis, elle est très étonnamment contemporaine de plusieurs autres objets. Alors, je vais vous en citer 2, parce que on pourrait en citer d'autres, mais 2 parce qu'ils sont quasiment contemporains. La première chose qui est donc les grandes pièces de Tony Smith. Ah non, je vais quand même vous en citer 3. Je vais vous citer les L-beams de Robert Smithson, qui sont de Robert Morris, pardonnez-moi. Les L-beams de Robert Morris, qui sont ces grands socles à l'intérieur duquel Robert Morris va entrer dans les socles et va bouger, faire des mouvements pour les faire chuter et pour les faire se casser, qui est vraiment un travail sur la sculpture, mais en rentrant dans la sculpture et en rentrant dans le socle plutôt que la sculpture. 68, un autre travail qui est celui de Tony Smith, qui sont ces grands monolithes noirs qu'il fera en sculpture et qui va même produire pour l'édition de la revue Aspen numéro 5 en papier noir qu'on peut faire soi-même à l'intérieur de ça. Et puis surtout, 1968, c'est quand même Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, où là aussi, on est devant cet objet qui est a priori dans cette lignée, cet même questionnement, ce grand monolithe noir qui serait cette interrogation sur ce que nous faisons depuis le langage et depuis la Techné, devant ce qui reste la question centrale, qui est celle à laquelle il n'y aura pas de réponse autre qu'une modalité de l'expérience. Voilà, et ça, c'est les 7 hypothèses que je peux vous proposer pour interpréter cet objet, qui est un objet qui je trouve absolument fascinant et d'une extrême étrangeté, qui est cette Athéna pensive de la période sévère du milieu du 5e siècle avant notre ère. Voilà pour le premier Philokonie de ce jour, qui était le 84e.